L'heure est à l'information sur Canal 2 International. Bienvenue au 19h50, mesdames, messieurs. Voici les titres à la une de l'actualité. Extrême nord, des rivières de larmes près d'une mare de sang. Le sang de deux adolescents d'une famille retrouvés morts alors qu'ils étaient portés disparus depuis le samedi 4 juin. Les forces de l'ordre parlent d'un assassinat froid. Michel Ndoki, le retour assourdissant après 2 ans de silence. La première vice-présidente des femmes de la formation politique a annoncé qu'elle vise la place du numéro 1 du MRC, une prétention qui nous amène à questionner les textes du parti dans ce 19h50, mais aussi à livrer les réactions des militants après ce comeback grandeur nature. La banane camerounaise sucre le marché international. La denrée qui est au menu des gros chiffres d'exportation boude cependant les tables des ménages locaux. Comment comprendre ce phénomène? La réponse dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue une fois de plus au 19h50 sur Canal 2 International. On démarre ce journal avec ce fait de société. Un jeune homme à Edea trouve la mort en voulant se servir d'un poteau électrique. Le technicien souhaitait effectuer un service de dépannage dans un domicile. Que s'est-il réellement passé? Les précisions avec Christian Bock dans cet élément. Le jeune junior, 33 ans, ici en image, est décédé, agrippé sur un poteau électrique au quartier Jamaïque, à Edea dans la Sanaga maritime. Sorti de son domicile aux premières heures de la matinée, Junior ne rentrera plus jamais. Le matin, quand il sortait ici, il m'a dit pas au travail. Midi, il n'est pas vu. Il dit que peut-être il est parti, il va rentrer comme il rentre d'habitude. En sortant, il part chercher son année de réunion pour demain. C'est comme ça qu'il part. Je reste midi et c'est qu'il est parti au travail. À 15 ans, vient me dire qu'il est mort. Et c'est qu'il a à Lucas. Je suis dépassé. Il m'a traumatisé. Voici le domicile où la victime est venue faire un dépannage électrique. C'est en montant sur ce poteau, en défectueux état, que le pire va se produire. Voilà, on a perdu un collègue et un frère. Ça nous fait mal, ça nous touche. En tant que câbleur, ça nous touche franchement. La société en charge devrait faire un contrôle systématique des poteaux, soit quartier par quartier, énumérer, échanger les poteaux défectueux pour éviter ce genre d'accident. Junior, marié il y a seulement 3 ans, laisse 3 enfants et une famille éprouvée. Je ne sais pas comment faire pour élever les enfants. Seigneur, viens à mon aide. Je suis dépassé. Junior, tu m'as laissé rentrer m'appeler son cul, comme tu appelles souvent. Tu n'as pas fini d'appeler. Tu as seulement appelé 3 ans. Je voulais beaucoup d'années. Le corps a été transporté à l'hôpital régional annexe d'Edea et une enquête a été ouverte par les autorités compétentes pour avoir les causes exactes de cet accident mortel. Du carburant frelaté, du tramadol et des téléphones de contrebande saisis ce jour même à Ngaoundéré. Au-delà de ce coup de filet des forces de l'ordre, c'est la stratégie utilisée par les contrebandiers afin de contourner les forces de sécurité qui est surprenante. Voyons cela avec Eric Nguele dans ce reportage. 10 000 litres de carburant frelaté, localement nommé Zoazoa, transporté dans des bidons de 20 litres et soigneusement dissimulé sous la remorque de ce camion. Voilà le butin saisi ce matin par les gabelous du dispositif Zone 3 de l'opération HALT au commerce illicite. Des éléments des douanes qui découvrent d'autres quantités énormes dans les soutes du gros porteur, ainsi que près de 300 pièces de téléphone portable et 5 000 comprimés de tramol, appelés la tomate, par les mototaximens de Ngaoundéré. Avant d'arriver là-bas, on avait eu déjà les renseignements. C'est des camions qui partent souvent là pour ramasser les marchandises, pour ramasser soit les choses pour eBay, soit la marchandise en contrebande. Quand ils viennent, ils nous trompent avec les oignons. Ils arrivent au camion à la frontière, ils chargent les oignons, ils chargent les arachides. Vous-même, vous avez vu. Et alors que dedans, c'est autre chose. Ça cache autre chose. On a trouvé les téléphones, les stupéfiants, le carburant nigérian. Faisant diversion avec sa charge d'oignons et de produits divers, pris en cours de route, le chauffeur a trompé la vigilance des gabelous depuis la frontière avec le Nigeria jusqu'au poste
de Senou Semba à l'entrée de la ville de Ngaoundéré, où il sera pris en flagrant délit de transport de produits de contrebande et dangereux pour la consommation et la santé des populations. Les marchandises prohibées, on va envoyer ça à l'autorité compétente. Bon, les marchandises qu'on peut dédouaner comme les téléphones, ils vont dédouaner et ils vont payer les pénalités. Les pénalités ou bien l'argent ne nous intéressent pas beaucoup. Ce qui m'intéresse, c'est la sécurité. Les contrebandiers, je les dis toujours de quitter derrière ces affaires. De quitter derrière. Parce que même si vous mettez ça dans votre slip, nous avons enlevé, je vais enlever ça. Parce que vous-même, vous avez vu comment ils ont caché ces produits. Les techniques de fraude des contrebandiers se font chaque jour insoupçonnées. Heureusement, la douane camerounaise veille au gras. Parlons politique à présent, c'est un retour qui fait grand bruit, celui de Michel Ndoki, la première vice-présidente des femmes du MRC, qui a annoncé hier sur le plateau de l'émission La Reine sa volonté de remplacer Maurice Kamto à la tête du parti d'opposition en 2023. L'annonce fait frémir la sphère politique, suscitant le débat autour de l'article 28 des statuts du parti qui fixe la limitation du mandat du président. Janice Kamga et Raoul Goufo pour plus de précision. Maurice Kamto aurait-il atteint sa date de péremption à la tête de son parti, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun? La question se pose depuis que ce 5 juin, Michel Ndoki affiche clairement son ambition de briguer la présidence du parti en 2023. Je viens aujourd'hui vous annoncer ma candidature pour le poste de président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. À la suite de la déclaration de la dauphine putative, certains observateurs y voient une piqûre de rappel qui sonne le glas du mandat du président national actuel, tel que stipulé à l'article 28 des statuts. Le mandat de 5 ans renouvelable 2 fois n'est pas applicable. Ce qui demeure applicable, c'est le mandat de 5 ans renouvelable 1 fois. En l'état actuel des statuts du MRC, le président national, juridiquement, ne peut pas se représenter. Le juriste de renom est pris au mot sur la base d'archives de sa première sortie télévisée, 3 mois après le lancement du MRC. Nous sommes le seul, l'unique parti politique qui limite le mandat du président national du parti à un mandat renouvelable 2 fois. Au sein du parti, l'article 28 ne fait l'objet d'aucune ambiguïté. Le directoire originel, porté par acclamation, avait pour objectif d'asseoir les bases du MRC. L'article 48 précise d'ailleurs la non-rétroactivité des modifications apportées par la Convention de 2018. Cette période de 5 ans uniquement pour implanter, ce n'est pas compté sur les 2 mandats qu'on va briguer si on nous réélit. Les élections en 2018 étaient le tout premier à commencer à compter les mandats. Ça veut dire que Maurice Kamto est sur sa première mandat. Il a le droit de se prononcer à ce 2e mandat en 2023. Après ça, il ne peut plus. En attendant le terme en avril 2023 du mandat actuel, l'annonce officielle de la Convention de 2023 est en sursis. Visiblement, les candidats devront encore faire face à Maurice Kamto, comme le prévoient les statuts. Intéressons-nous justement aux réactions des militants du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun dans cet élément que nous proposent Arnaud Devarioda et Luciano Djakou. Maître Michel Ndoki challengera Maurice Kamto au cours des prochains renouvellements des organes de base du MRC. Absente des plateaux de télévision depuis un moment, la vice-présidente du groupe des femmes du Mouvement de la Renaissance du Cameroun a annoncé son intention de se présenter comme candidate en 2023 au cours du programme dominical La Reine sur Canal 2 International. Une annonce diversement appréciée par l'opinion dans le département du Mungo. Nous ne sommes pas comme les autres partis qui ne font pas d'élection où ils ont un candidat unique, candidat naturel. Ouais, mais nous pouvons avoir plusieurs candidats. Et d'après même nos statuts, notre président aspire à être président de la République. Et s'il accède à cette fonction, il faudrait quelqu'un pour le remplacer à la présidence du parti. Si pour certains, cette candidature est perçue comme l'expression véritable de la démocratie au sein de ce parti,
Pour d'autres, une lecture minutieuse des tests de cette formation politique s'impose. Mais sinon, il y a l'article 48 qui vient s'appliquer pour pouvoir poser un amendement concernant l'article 28 qui demandait que cette loi de l'article 28 ne devait être appliquée qu'à partir de 2018. Donc, si on s'en tient du fait de la non-rétroactivité de la loi, donc là, on devait voir Maurice Kamto. Il peut être candidat jusqu'à 2033 s'il le veut. Cette sortie de Maître Michel Ndoki paraît également pour certains comme une belle leçon d'alternance. Vous savez, on est dans un environnement où on dit que les gens s'éternisent au pouvoir. Il n'y a pas de mécanisme d'alternance dans les différentes organisations politiques. Il faut aussi lire derrière cette sortie de Mme Ndoki une façon de dire notre parti est un parti démocratique, on ne muselle pas les gens. Il ne reste plus qu'à attendre 2023 pour savoir qui présidera désormais aux destinées des militants du MRC pour les prochaines échéances électorales. En attendant 2023, justement, on reste en 2022 pour parler du budget du Cameroun qui est en hausse de 328 milliards de francs CFA, une résultante de l'ordonnance rectificative signée le 2 juin dernier par le chef de l'État. La session parlementaire du mois de juin qui s'ouvre demain mardi à Yaoundé donnera l'occasion aux élus de la nation d'entériner cette décision. Mais avant, l'heure est aux arrivées des députés dans la capitale. D'autres précisions avec Delphine Fonkoutené et Serge Alanzier. Bisous ici, accolade là. Un peu plus loin, on échange de nouvelles. Les députés progressivement prennent leur quartier ici dans leur hôtel à Yaoundé. À quelques heures du kick-off de la session parlementaire de juin, on scrute les potentiels sujets qui meubleront les travaux. On ne pourra pas éviter de valider l'ordonnance présidentielle. On attend ça. Et on espère que ça va arriver à temps pour nous donner le temps de bien examiner ça. Avec la récente ordonnance du président de la République, le budget 2022 du Cameroun passe de 5 752,4 milliards de francs CFA à 6 080,4 milliards. En dehors de cette loi corrective, les députés sont également attendus sur d'autres sujets d'actualité. Le dossier de la vie chère, à travers une mesure comme celle de l'importation de, 50 milliards de francs de sucre. Nous soutenons l'introduction d'une proposition de commission d'enquête autour du scandale financier visant deux plus grandes entreprises du secteur pétrolier au Cameroun. Nous pensons que cela doit être une préoccupation majeure au cours de cette session. Nous pensons également au problème de Douala, avec le déguerpissement que nous connaissons tous. Nous pensons également à la canne, parce que vous savez que le problème de la canne est resté dans le frigo. Même s'il reste encore supputé, le prétendu projet de loi visant modification de la Constitution du Cameroun est lui aussi attendu. Nous, on attend ça, mais c'est encore à l'air. Un texte de ce genre, c'est clair, nous connaissons le canal par lequel nous aurons l'information. Nous savons tous que c'est une activité qui ne se fait pas dans le cadre d'une session ordinaire, mais elle peut intervenir à tout moment. Et nous, députés de l'UDC, nous pensons que c'est véritablement le moment où on doit penser à revoir notre constitution. En attendant le début de la session ce mardi 5 juin, c'est le bal des arrivées des élus de la nation dans la capitale. Vu qu'on parle de budget, ouvrons la page économie de ce 19h50. La reprise des activités de certaines plantations de la CDC permet à la banane camerounaise de bien se comporter sur le marché international depuis mai dernier. Plus de 16 000 tonnes de bananes exportées vers l'Union européenne. Une belle performance annoncée par la Banque des États d'Afrique centrale. Lil Piedjou, Henri Chinda et Calvin Tekam nous en disent. La banane, produite au Cameroun, au top de sa forme sur le marché international. La Cameroun Development Corporation, la société des plantations du Haut-Pendja et Beau Plantations, les principaux acteurs du marché, cumulent plus de 16 000 tonnes de bananes à destination de l'Union européenne au mois de mai dernier, soit une hausse de 27,8%, chiffre publié par l'Association bananière du Cameroun.
ce qui correspond aux prévisions d'une enquête réalisée par la Banque des États de l'Afrique centrale. Cette enquête annonçait déjà une progression de la production au deuxième trimestre 2022, avec comme argument l'arrivée à maturité des plantations de 2021 et surtout la reprise des activités dans certaines plantations de la CDC, victimes de l'insécurité dans la région du sud-ouest. La banane étant importante dans l'économie camerounaise, un terminal fruitier a d'ailleurs été inauguré au port de Douala-Bonabéry pour améliorer les conditions de transport et d'exportation des bananes camerounaises, afin de les rendre plus compétitives sur le marché de l'Union européenne. Rappelons que depuis janvier 2022, la banane, surtout celle qui vient de la PHP, est vendue plus cher à l'export. Une décision de l'organisme de certification Fair Trade International, ce qui réduit l'impact sur la production et l'exportation des coûts logistiques liés à la crise sanitaire. Vous l'avez donc compris, les indicateurs sont au vert pour la production de la banane camerounaise. Les volumes exportés connaissent une croissance exponentielle. Le paradoxe est que les ménages peinent à s'offrir cette denrée. Monique Naoussi-Fosso et Henri Chinda nous expliquent. À la fin du mois de mai 2022, le volume de bananes exportées du Cameroun est au-delà de 16 000 tonnes, soit une hausse de 27,8% comparée à la même période l'année dernière. Les quantités se sont améliorées chez les trois principaux producteurs, à commencer par le numéro 1 de la filière, la Société des plantations du Openja PHP, filiale camerounaise de la compagnie fruitière de Marseille. Vient en deuxième position la Cameroun Development Corporation CDC et Beau Plantation PLC. Une hausse de volume d'exportation qui a des avantages pour les caisses de l'État. Ça nous permet de renflouer le compte des réserves extérieures, ça permet de lutter contre une hypothétique dévaluation, ça permet également de nous donner la possibilité, par exemple, d'acheter ce que nous ne produisons pas en interne. Parce que quand le Cameroun veut acheter à l'international le téléphone, veut acheter l'ordinateur portable, c'est grâce au dollar, c'est grâce au yen, c'est grâce à l'euro que l'exportation de cette banane nous permet donc de collecter. Après exportation, les résidus sont vendus sur le marché local. Marché Dakar à Douala, l'un des principaux points de vente de cette denrée dans la ville. Rien n'a changé, les prix vont de mal en pis. Ça fait concrètement 2 semaines que la banane est devenue excessivement chère, très chère même. On vend 3 à 100 francs, parfois 4, mais le petit. Et les femmes se plaignent. Oui, les femmes changent de menu tous les jours parce que ça ne va pas. L'arachide même est cher, donc tout est cher. Donc on ne sait pas comment on va faire même pour tourner avec 3 000. C'est tellement impossible. Même les revendeuses qui se ravitaillent chez les particuliers en zone rurale ne sortent pas du lot. Les planteurs aussi connaissent déjà l'argent. Quand ils coupent sa banane, il y a beaucoup de gens qui sont ancrés dans le marché de bananes. Quand tu es devant, tu discutes le prix avec le planteur, ton collègue est derrière, il fait les signes pour augmenter l'argent et prendre. Jadis considérée comme aliment pour démunis, la banane coûte désormais les yeux de la tête, l'essentiel de la production étant exporté. De la banane, ils en vendent dans les rues. C'est bientôt déjà les vacances pour certains. Et voilà que de nombreux enfants se livrent à des activités commerciales. Sans surveillance, ils arpentent les rues des marchés, des tout-petits qui s'exposent souvent à des dangers divers. Titi Freeman, Marius Kossou. Sous un soleil ardent, cet après-midi au marché Dakar de Douala, ce petit garçon propose aux passants de l'eau fraîche à boire. Plus loin, cette jeune fille et son cadet présentent des chaussures en vente à leurs potentiels clients. Des scènes visibles dans presque tous les marchés de la ville de Douala en ce début de vacances. L'année scolaire à peine achevée, ces jeunes se donnent à de petits commerces ça et là. Pourtant, ils ne le devraient pas, selon la loi. Il y a un abus. C'est ce qu'on appelle généralement la maltraitance. Tout ça rentre dans la maltraitance. Mais malheureusement, le travail que les enfants peuvent faire, c'est le travail domestique. Ça, c'est normal que les enfants aident. Mais envoyer les enfants dans la rue, c'est un risque. Quand bien même, nul n'est censé ignorer la loi, certains parents disent l'outrepasser au nom de la misère et de la vie chère. C'est pas normal, mais qu'est-ce qu'on fait avec des salaires précaires, la pauvreté extrême?
On n'a pas le choix. C'est pas par plaisir qu'on envoie un enfant aller vendre sur le marché. C'est contre cœur, mais on n'a pas le choix. Ils amortissent le short de la pension. Ils payent même les cahiers. Ça ne va pas. Une aide qui les expose à tout type de danger. Les enfants s'exposent évidemment au kidnapping, aux enlèvements, au viol. Si la loi avait appuyé, quelqu'un peut courir une amende ou un emprisonnement de 2 à 3 mois. Lutter contre de telles pratiques contribue à protéger les droits des enfants, mis en valeur chaque 16 juin au cours de la Journée mondiale de l'enfant africain. Les vacances, ce n'est pas tout de suite pour tout le monde. Les plus jeunes de la 3e entrent dans la mouvance des examens de fin d'année. Ce lundi, les candidats au brevet d'études de premier cycle bilingue entament avec les épreuves orales. Il s'agit de l'Oral Communication. Nos reporters Mariam Mazou et Constant Kamga se sont rendus dans quelques sous-centres d'examen dans la capitale Yaoundé. Depuis 7h30 ce lundi, les candidats au BEPC bilingue font face à l'épreuve orale intitulée Oral Communication. Ici, au sous-centre du lycée bilingue de Coleton, tous les 50 candidats ont répondu présents. Depuis 7 heures, les candidats sont arrivés. Ils ont été tous identifiés. Chacun portait son masque. Les examinateurs sont arrivés à temps. Sur les 8 attendus, 7 étaient présents. L'absente a été remplacée. Et tout se déroule dans la normalité la plus orthodoxe. Même atmosphère du côté du lycée bilingue d'Emana. Ces candidats à tour de rôle ont été interrogés durant 20 minutes sur des sujets d'actualité. À la sortie des salles d'examen, certains retrouvent le sourire alors que d'autres affichent une mine de tristesse. L'épreuve a été abordable. Elle était très facile et j'ai très bien composé. Elle a été abordable parce que d'abord nous avons vu cet thème-là, on l'a vu en classe et je m'étais déjà apprêtée à la maison. L'épreuve du jour était plutôt un peu difficile, mais j'ai su comprendre quelques questions, même si je ne les ai pas toutes répondues bien. Ce qui est préparé n'est pas venu à l'examen. Après cette épreuve orale, les candidats au BEPC bilingue retrouvent dès demain les autres candidats ordinaires pour la suite des examens. Ensemble, ils affronteront les épreuves d'études de texte, dictée, informatique théorique et éducation à la citoyenneté. Et nous faisons donc ce soir un focus sur cette série spéciale. Les élèves des classes bilingues sont présentés comme ayant des avantages sur les autres dans leur programme d'apprentissage. Les cours sont dispensés à la fois en français et en anglais. Les enseignants de cette série apprennent également aux élèves une attitude particulière dans la société. Mariam Mazou et Constant Kamga, une fois de plus. Ce sont des élèves comme tous les autres. Ils ont juste un faible pour la langue anglaise ou la langue française, d'où le choix de la série bilingue. C'est intéressant de parler les deux langues. Après mon BPC, je continuerai à seconde bilingue pour mieux approfondir mon anglais et mon français. Que la particularité des bilingues, c'est qu'ils ont certaines épreuves en anglais et d'autres épreuves en français. Et ceux qui font le BPC tout court ont toutes les épreuves en français. Voilà un peu la spécificité. Quelques candidats rencontrés ici au sous-centre du lycée bilingue de Coleton nous font comprendre que l'usage de ces deux langues est la preuve vivante du bilinguisme tant prôné par le gouvernement camerounais. Aussi, cela facilite l'accès au monde d'emploi. J'ai choisi le BEPC bilingue parce que, comme nous le savons, le Cameroun est un pays bilingue et nous, les Camerounais, nous devons aussi être bilingues comme notre pays. Il ne faut pas se dire que le Cameroun est bilingue, mais les Camerounais ne sont pas bilingues. Donc, et de plus, c'est beaucoup plus facile d'avoir un travail lorsqu'on parle couramment les deux langues. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi le BPC bilingue. Implémentée depuis 2008 au Cameroun, cette série bilingue développe aussi le vivre ensemble entre francophones et anglophones.
Le corps national des sapeurs-pompiers tient sa traditionnelle réunion de commandement pour le compte du deuxième trimestre 2022. Les travaux présidés par le général de brigade Mahamat Ahmed visent à évaluer les activités de ce corps, mais surtout dessiner les stratégies devant permettre l'amélioration des prestations dans le but de retrouver le cœur des Camerounais. Delphine Fonkoutene et Serge Alain Zibou nous en disent plus. Au feu les pompiers, la maison brûle. Au secours les soldats du feu, trop tard. Dans les chaumières, on parle des sapeurs-pompiers comme ceux-là qui ne sont pas toujours au bon endroit au bon moment. Et pourtant, ils peuvent arriver à temps. Pour qu'on soit à l'heure, il faut qu'on soit averti à temps. Or, la plupart du temps, les gens essayent d'abord de se battre et c'est lorsqu'ils sont dépassés qu'ils appellent les sapeurs-pompiers. Donc, il faudrait déjà que la population soit sensibilisée, d'appeler systématiquement le 118 et lorsque nous sommes appelés à temps, nous sommes là. Au bout du fil, justement, le 118 ne fait plus courir. Certains appellent souvent pour annoncer des fumées sans feu. Vous savez que le 118 est un numéro gratuit et parfois plusieurs personnes vous appellent pour rien. Ils appellent et quand nous descendons sur le terrain, nous constatons qu'il n'y a rien du tout. Aussi, beaucoup ne sont pas informés de ce que nous faisons. Parfois, quand nous sommes sur le chemin pour un accident, beaucoup ne nous cèdent pas le passage. De la réunion de commandement du Corps national de sapeurs-pompiers pour le deuxième trimestre 2022, ce 6 juin à Yaoundé. Il est question aussi d'envisager l'avenir autrement, surtout avec les nouveaux équipements logistiques. Et vous savez, nous sommes en attente de beaucoup de matériel qui vont certainement augmenter notre capacité opérationnelle, raison pour laquelle il faudrait que les gens se préparent déjà à l'accueil de ce matériel et qu'ils se tiennent prêts à avoir des missions quintuplées. Présidée par le général de brigade Ahmed Mahamat, cette réunion de commandement rassemble officiers d'état-major et commandants des groupements territoriaux de sapeurs-pompiers. Elle est également l'occasion d'évaluer l'ensemble des activités menées depuis la survenue de la pandémie de Covid-19. Entre l'insécurité, les litiges fonciers, les voies d'accès, les difficultés des populations du canton Bakoko à Douala sont nombreuses. La cérémonie de remerciement des élites organisée hier dimanche a permis à ces derniers de mesurer à nouveau l'ampleur de la tâche. Son et image avec André Mirabeau-Mahop. J'aimerais que les structures de l'école du canton soient bonnes et que les réflexions soient faites pour améliorer ce temple du savoir. Parce que à chaque enfant, nous devons donner un petit livre. Au-delà des bruits de balafon et des pas de danse, les populations du canton Bakoko à Douala ont grand besoin de voir leurs conditions de vie s'améliorer. Assurer la population sur le vol, la drogue, les attaques nuit et jour, les cambriolages, c'est la première des choses. Nous avons les logements qui sont difficiles. Nous avons surtout l'affaire foncière. Il faudrait qu'ils voient dans quelle mesure ils résolvent ce problème, surtout à Japoma. Je suis un enseignant et je crois pouvoir comprendre que le développement d'un canton, d'une région, etc., part d'abord des structures qui encadrent les enfants. Je veux parler des écoles. Ngodi Bakoko, Yansoki, Yasaouan, Yatika, Japoma, la soif du bien-être est de plus en plus pressante. Il faudrait que dans une communauté comme ici, dans le canton Bakoko, que les gens, tous les composants sociaux, encouragent la vie en harmonie, la cohésion. Parce que nous sommes dans une grande ville où il y a beaucoup de problèmes d'insécurité. Alors, le moindre dérapage entraîne des situations excessivement compliquées à maîtriser par la suite. Réunis ce dimanche sous une sorte d'arbre à palabres pour remercier les populations, entre discours et animation, les élites de Bakoko ont promis des lendemains meilleurs. Nous promettons à ces populations de rester très proches d'elles pour essayer d'apporter, autant faire se peut, des petits moyens humains, matériels,
pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Face à la crise et au coût de vie sans cesse en hausse, les habitants du canton espèrent simplement voir leurs prières être exaucées. Amen. La mode est une affaire de tous et les choix varient en fonction des goûts. Aujourd'hui, on assiste à une ruée vers le modèle africain. Au Cameroun en particulier, le Togo est un vêtement très sollicité, tant par les artistes que par les créateurs de mode. Allons sur le fil de ce vêtement cousu à la main avec Junior Ossin et Thierry Nana. Le Togo, une tenue traditionnelle de plus en plus prisée dans le monde. Le taureau, quand on dit taureau, il s'agit de ce vêtement de grande envergure, fait à base de ce tissu que nous appelons le velours, et puis tissé à la main, comme vous voyez, brodé à la main, sans machine. C'est ça qu'on appelle taureau. Et nous le portons pour la coutume traditionnelle, surtout de l'origine de ceci, c'est la coutume traditionnelle de Nord-Ouest. Cousu à la main, les modèles requièrent habileté et patience. Quand on achète cela, on doit d'abord faire la couture, la découpe. Nous faisons la découpe. Nous envoyons maintenant au brodeur, nos techniciens qui brodent. Lorsqu'ils finissent de broder, nous récupérons maintenant la coupe que nous avons faite. On part maintenant, on fait le montage pour sortir le Togo que vous voyez là. Devenu vulgaire, le Togo, le vrai, se reconnaît à travers quelques gestes. Mais sur le velours, il y a le faux, il y a le vrai. Mais nous utilisons beaucoup plus l'original de velours. Pourquoi? Parce que ça ne change pas. Même quand vous lavez, ça ne perd pas sa valeur. Et de deux aussi, nous utilisons ces fils que vous voyez là. Ces fils, vous pouvez même tremper dans l'eau, ça ne sort pas de couleur. C'est pour ça que ces fils a beaucoup de valeur ici, parce que ça ne ternit pas. Juste en mettant un peu la salive sur vos mains, vous touchez ça, vous allez voir que ça teinte vos mains. Alors, l'original, même si vous mettez dans l'eau, vous mettez la salive, vous touchez ça, votre doigt reste la même chose. La bonne qualité, elle est tissée à la main. Sur le marché à Douala, les prix de ce tissu tant sollicité varient en fonction du vendeur. Ça dépend du vendeur, Comme moi par exemple, je cherche plutôt à vendre beaucoup et je gagne moins. Moi je fais ça à 35 000 francs de double. Il y a des gens qui vendent plus cher, je suis conscient, même mes voisins vendent plus cher. Il y a le mètre à 40 000, l'autre mètre à 50 000, l'autre à 60 000. Ceux qui s'en procurent s'en vantent sans modération. C'est une tenue que j'ai adoptée depuis. J'étais l'un des premiers à aller porter à la télé sous le conseil d'un nouveau confrère avec le NDOP. Et aujourd'hui, je peux m'estimer heureux. Désormais, les adeptes de ce style vestimentaire se trouvent partout en Afrique. Les clientèles, toujours, beaucoup plus viennent de toute l'Afrique. J'ai même déjà des clients, les clients centrafricains, parce que beaucoup de ministres centrafricains s'habillent maintenant en ce rôle. À côté du Togo, vêtement originaire du Nord-Ouest, on a le Ndop, dont l'histoire est remarquable, qui est, lui aussi, devenu un tissu international. Après ce voyage dans la culture, intéressons-nous au sport avec la CAN 2023. Le Burundi, futur adversaire des Lions Indomptables, a loupé sa première sortie samedi dernier alors que les Lions Indomptables étaient exempts. En attendant les retrouvailles jeudi prochain, notre nation ont marqué un pas considérable vers la qualification. C'est le cas de Sadio Mané et Mohamed Salah avec respectivement le Sénégal et l'Égypte. La RCA a créé la surprise en tenant en échec le Ghana. Marc-Lionel Chameau, Kelvin Tekam. Mais le dimanche de la Pentecôte, le pape François a exprimé sa solidarité aux familles endeuillées. Au Mexique, les portes des États-Unis restent fermées aux milliers de migrants venus de plusieurs pays. Ils sont bloqués à la frontière, impossible de retourner chez eux. Lil Pédiou et Kelvin Tekam signent l'escalmonde de ce soir. Dans le sud-ouest du Nigeria, des hommes armés ont attaqué dimanche une église catholique durant la messe consacrée à la Pentecôte, tuant au moins 21 personnes, dont des enfants. Le
président ukrainien Volodymyr Zelensky se rend sur le front dans l'est de l'Ukraine pour y soutenir ses soldats. Nous étions à Solidar. Je suis fière de toutes les personnes que j'ai rencontrées, à qui j'ai serré la main, avec qui j'ai parlé, que j'ai soutenu. Chaque famille a sa propre histoire. La plupart étaient sans hommes. Le mari de l'une est allé à la guerre, celui d'une autre est en captivité, celui d'une autre encore, malheureusement, est mort. Une tragédie. Pas de domicile, pas de proches, mais nous devons vivre pour les enfants. De vrais héros sont parmi nous. Il rend notamment visite à ses troupes à Lysychansk, ville voisine de Severodonetsk, actuellement sous le feu intensif des forces russes. Le chef de l'État s'est aussi rendu à Zaporizhzhia, dans le sud du pays, pour rencontrer des habitants de Mariupol ayant réussi à fuir les bombardements russes. Des missiles russes ont touché des infrastructures ferroviaires à Kiev, les premières frappes de ce type sur la capitale depuis le 28 avril. Moscou affirme avoir détruit des chars T-72 fournis par des pays d'Europe de l'Est et d'autres véhicules blindés, tandis que Kiev parle d'installations civiles. Des missiles de haute précision et de longue portée tirés par les forces aérospatiales russes sur la banlieue de Kiev ont détruit des chars T-72 fournis par des pays d'Europe de l'Est et d'autres blindés qui se trouvaient dans des hangars. Les Russes essayaient de détruire nos infrastructures ferroviaires et ceci fait partie de nos infrastructures pour réparer les wagons à grains. C'est aussi très important pour comprendre le contexte de l'âge parce qu'ils ont attaqué nos sous-stations électroniques qui sont importantes pour que l'électricité fonctionne pour les chemins de fer. Des centaines de migrants sud-américains bloqués à Tapachula, à la frontière sud du Mexique, se rassemblent pour prier et prévoient de partir en caravane vers les États-Unis. Ils viennent toujours nous chercher et nous disent qu'ils nous amèneront à l'immigration pour nous donner la permission. Et c'est ce qu'ils ont fait, c'est de faire des prisonniers. C'est une supercherie. Cela fait déjà 2 mois que nous sommes ici et ils nous refusent la permission. J'ai vendu tous mes haricots, ce que j'avais pour pouvoir venir. Mon mari, moi-même, ma fille, mes petits-enfants, ma nièce, mon frère, tous les 15 de la famille, nous sommes tous ici. Regardez où nous sommes maintenant. Je n'ai jamais pensé à quitter mon Venezuela parce que je vivais bien. Je n'étais pas millionnaire, mais j'avais assez pour manger, pour vivre bien dans ma maison. Je n'ai jamais pensé à cela, vraiment. De la réclame pour refermer ce journal, c'était le dernier jour de rencontre sur la cour de la récréation du couple scolaire bilingue Colette et Hélène à Bonabéry. Des centaines de primes ont été remises aux élèves et même aux enseignants. L'excellence sportive comme académique a été récompensée. Reportage. Petit de taille, mais les élèves avaient toute une aspiration à la grandeur. En anglais. Bilingues, ils sont l'expression d'un travail effectué avec abnégation pendant 9 mois par ces enseignants primés. Si les efforts qu'on a eu à faire tout au long de l'année ont été récompensés, c'est une grande joie, c'est une joie immense. Simplement parce que pour nous, c'est une fierté. On ne s'attendait pas à ce que la fondatrice puisse faire des choses aussi merveilleuses que ça. Ici, l'excellence scolaire est récompensée. Les premiers de chaque classe reçoivent des vélos et un cartable. Ce parent ne tarit pas d'éloges. C'est vrai, Colette Hélène est la meilleure. Que mes enfants sont à Colette Hélène, ils ne souffrent de rien, l'éducation assurée,
Ils sont toujours parmi les 5 premiers. Ému par la gratitude, dans le domaine du sport, l'assiduité, la ponctualité et l'hygiène et salubrité, au groupe scolaire bilingue Colette et Hélène, chaque aspect est une discipline distinguée. Giving them these prizes will encourage them to work more harder, and it will also appease the parents for the next academic year. Des lots offerts sans compter. Jamais ce bonheur n'aurait été complet sans la générosité de l'association Les Femmes Idéales. Compte tenu du fait qu'on avait déjà une première fois été ici et on lui avait promis de revenir pour primer les élèves, alors nous avons jugé le moment opportun de venir le faire et l'accompagner dans l'agrandissement de la structure et consolider les liens. Pour l'année scolaire prochaine, les 100 premiers élèves inscrits recevront des fournitures scolaires gratuitement. Groupe scolaire bilingue Colette et Hélène, 15 ans d'existence, une fierté célébrée. C'est la fin de cette édition du 19h50. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci aussi de rester en compagnie des programmes de Canal 2 International qui se poursuivent. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain, même heure, pour l'information la meilleure. Et c'est sur Canal 2 International et nulle part ailleurs. Bonsoir à tous.